Yes! C'est fabuleux! Thomas Levé. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, émission grandement consacrée au golf amateur. La Gounouillou s'est achevée ce mardi au golf du Prieuré avec la victoire de Biarritz. Nous y reviendrons. Et pour animer avec moi cette émission, Benjamin Cadieux du Journal du Golf. Salut Ben. Salut JP. Et Hugo Rouillon, joueur du Racing Club de France et demi-finaliste cette année. Salut Hugo. Salut les gars. Alors comme chaque année, fin avril, début mai, se déroulait le trophée Gounouillou, le championnat de France des clubs. Les 16 meilleures équipes nationales s'affrontaient sur 6 jours en stroke play puis en match play. Alors c'est une épreuve mythique créée en 1926. Cette année, c'est Biarritz qui s'est imposé en battant en finale le tenant du titre, Chantilly. Alors Hugo, vous avez échoué en demi-finale cette année, mais c'est une épreuve mythique. La Gounouillou, c'est tout joueur de club veut jouer cette épreuve. Clairement, quand on est au Racing, en tout cas, c'est un des objectifs de l'année. Il y a deux compétitions phares, c'est la Golfers, le trophée Golfers qui va se dérouler cette semaine à Osgore pour les filles et la Gounouillou qui avait lieu donc la semaine dernière au Prieuré. On se prépare à partir du mois de septembre, du mois d'octobre de l'année précédente pour cet événement-là, et c'est clairement l'aboutissement de toute la filière en ce qui nous concerne. Donc on démarre tout petit au club junior, on nous apprend ce que c'est que la Gounouillou, on nous apprend ce que c'est par équipe, on passe par l'école de golf, et ensuite on aboutit notre carrière d'amateur au sein du club. Vous vivez Gounouillou, vous mangez Gounouillou, oui, clairement, on en parle toute l'année, et en plus quand on a eu la chance de la gagner, on s'en rappelle toute sa vie, on en reparle à chaque fois qu'on croise ses anciens équipiers. Vous, c'est 2 victoires, c'est ça? C'est 2 victoires, effectivement, 2012 et 2014. Alors Benjamin, vous, à un autre niveau, on va dire, vous l'avez joué également, cette Gounouillou, vous avez eu la chance de la jouer en 2011, c'est ça, avec le PCC? Ouais, c'était à Moliette, j'avais eu la chance de la jouer, et comme a dit Hugo, c'est le Graal, c'est la compétition que tout le monde veut jouer. Il y a 16 places, on rappelle, il y a 16 équipes qui ont accès à la première division. Il y a 2 poules de deuxième division et tout un tas de troisième division et de quatrième division. Et on va dire que tous les clubs ont leur chance. Faut juste gravir toutes les étapes. Et c'est vraiment là où on veut aller, parce que se pointer au practice les matins du match play d'une Gounouillou et voir tous les polos, par exemple du Racing, les couleurs mythiques du sport français, c'est au-delà du golf. Vous vous retrouvez avec ces couleurs mythiques, tous les joueurs rassemblés au practice, tous les joueurs rassemblés au départ du 1 pour les foursums à 7h, 7h30 du matin. C'est magique, c'est une pression incroyable, et Hugo doit avoir des anecdotes incroyables avec toutes ces Gounouillou. Et puis c'est vrai que jouer en équipe, c'est assez rare au golf. On peut comparer ça quand on est amateur à notre propre Ryder Cup. Enfin, vraiment, c'est des expériences exceptionnelles. On lie des liens quasiment à jamais. Et c'est un truc incroyable à vivre, donc il y a toujours des scénarios à rebondissement absolument dingues. On a eu beaucoup cette année, je pense qu'on sera amené à en parler. Ouais, on va y revenir. Cette année, justement, c'est Biarritz qui s'est imposé. Les Biarros sont justement sur la route du retour, et on a en ligne Nicolas Cano, le capitaine de l'équipe de Biarritz. Alors on le disait justement, Nicolas, vous cette année, vous avez remporté ce trophée Gounouillou avec votre équipe de Biarritz. Alors est-ce que vous êtes remis de vos émotions déjà? Oui, ça va. C'est plutôt des émotions positives, donc ça va. Ça se digère facilement. Alors, il y a une grosse fête dans Paris, forcément, des Biarros qui montent et qui gagnent la Gounouillou, c'est grosse fête. On est pas allé dans Paris, parce que c'est vrai que le golf Prieuré est un peu loin, donc on est resté sur site au golf Prieuré avec le directeur, le restaurant. On est resté assez tard, effectivement. Donc c'était assez sympathique, et après on a réussi à trouver un petit restaurant. Donc alors racontez-nous un peu cette semaine, comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien, forcément, mais non, c'était assez épique, c'est vrai, que dans le déroulement. La qualification s'est déroulée beaucoup mieux que prévu. J'avais une équipe qui était assez jeune et assez novice en termes de revenus, donc je ne savais pas trop ce que ça pouvait donner. Enfin, ils jouent tous très bien, mais bon, je savais pas trop effectivement la gestion par rapport à la gestion. Alors c'est un avantage ou pas d'avoir une équipe novice sur une épreuve comme ça, ou pas? Manifestement cette fois-ci, oui. Non, ça s'est enchaîné, mais a priori c'est mieux quand il y a plus d'expérience, mais là manifestement ça ne fait pas tout. Donc je pense que c'était leur motivation, leur envie et puis leur niveau de jeu qui ont Benjamin, vous avez une question pour Nicolas? Non, une question, c'est même une remarque qui va dans le sens de Nicolas. Il y a beaucoup de jeunes en Gounouillou et dans les divisions en général. Les meilleurs joueurs de club ont généralement entre 14 et 20 ans. Je pense que même Hugo, qui a 26 ou... Je suis un peu plus vieux de l'équipe. Il fait partie des anciens. Voilà, il fait partie des anciens à 26-27 ans dans les plus grands clubs français. Donc c'est vraiment une histoire de jeunes, la Gounouillou et les divisions. Ouais.
Alors racontez-nous un peu, c'est aussi c'est fait du sort. Hein. Déjà en foursome, racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Où il y a eu un problème sur la carte de score, c'est ça, sur la carte Alors, de la le feuille de match. pour le- Sur la feuille de les match. demi-finales, ouais. Ouais, sur la feuille de match. Pour la demi-finale, effectivement, on avait décidé de deux foursomes, parce que la veille, on avait perdu les deux foursomes contre Lyon. Donc, il y en avait qui étaient un peu fatigués, donc on voulait faire tourner. Donc, j'ai fait deux nouveaux foursomes, en fait. Et j'ai deux Mathieu dans l'équipe, en l'occurrence. Et quand j'ai fait la feuille de match le soir pour être tranquille, je devais pas être très réveillé. Donc, effectivement, j'ai inversé les deux noms sur la feuille de match dans chaque équipe. Et au départ, effectivement, ben voilà, quand ils sont partis effectivement dans l'ordre que on avait nous déterminé, mais qui n'était pas l'ordre de la feuille de match. Ouais, ça c'est un peu rageant du coup. C'est un peu stupide, ouais. Je pense que c'est quelque chose d'inédit, clairement. A priori, oui, on a innové. Et sur ce, c'est rajouté effectivement un peu d'enchaînement puisque la météo était exécrable. Ouais. Et du coup, ils ont interrompu le jeu dans la foulée parce que le premier match donc qui était parti a été arrêté dès le 1. Et on n'a jamais reparti. Donc effectivement, on s'est retrouvé dans une situation un peu particulière, épique et d'école. Une confusion énorme parce que personne savait ce qui allait se passer vis-à-vis de la Formule 1, tout à fait, etc. Ouais. Je pense qu'ils ont dû appeler la commission d'arbitrage de la Fédé, John Paramore. Enfin, ça a été. Ils ont dû se faire quand même des trois dans cette histoire. Oui, a priori, oui, parce que ça s'est dénoué effectivement. Enfin, la version officielle est tombée en fin de matinée. Voilà, ils ont eu les instances du Témécom, enfin plusieurs arbitres. Le cas était prévu, donc voilà, mais. Alors Benjamin. Ouais, Nicolas, on sait que les clubs, notamment les clubs basques, n'ont pas besoin de ça pour avoir la grinta sur le parcours, mais ces petites erreurs, ces petits coups du sort, on sait qu'il y a eu un rebond incroyable contre une voiturette, je crois, au 18. En demi-finale. En demi-finale. Ouais, tout ça, ça vous a donné un petit sentiment de vous dire que enfin, depuis 95, c'était enfin le tour de Biarritz. Vous sentiez cette énergie autour de vous? Effectivement, ouais. Oui, ça par contre, ouais, j'ai senti, j'aurais dit aux joueurs, aux jeunes. Après le premier quart de finale l'après-midi, puisqu'on était mené 2 foursomes à 0, et l'après-midi, effectivement, j'ai vu une motivation, parce qu'ils ont gagné tous leurs matchs quasiment. Enfin, le dernier match a été arrêté, mais il était up. Et effectivement, là, j'ai vu une motivation que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Enfin, une motivation, une hargne et un niveau de jeu. Et le lendemain, ça continue. C'est vrai que cet épisode malencontreux avec mon erreur, au lieu de les accabler effectivement et de m'accabler d'ailleurs, je les remercie. C'est l'inverse qui s'est passé. Ça les a plutôt transcendés. Alors, ils étaient encore plus motivés. Quels ont été les mots dans les vestiaires justement, dans le vestiaire est-ce qu'il y a eu une causerie, un truc avant cette finale? Quels sont les mots en fait? C'était rapide. C'était un peu rapide parce que la finale, étant donné que c'était dans la même journée à cause de la réduction en formule réduite. Donc du coup, c'était assez rapide. Hein. On a mangé et on est reparti en suivant. Donc, vous avez eu à peine 40 minutes, c'est ça? Ouais. Nous un peu plus. On était le premier match, donc on a dû avoir 1h15 à peu près. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de faire quoi que ce soit. Alors justement, il faut trouver les mots justes en peu de temps. C'est pas facile ça en tant que capitaine. Mais c'est le rôle. Ouais. Bon après. Oui, c'est leur dire effectivement qu'ils gardent. Ils avaient fait tellement bien la veille et le matin, ils étaient dans la bonne dynamique. Donc je leur dis de garder le rythme, quoi. De s'occuper de rien d'autre. Chacun fasse sa partie et puis voilà, donne le maximum. C'était pour la finale, sans calculer. Benjamin. Ouais, faut rappeler aux gens qui écoutent que les phases de match play en Gounouillou et par équipe, on est amené à jouer 36 trous dans la journée. C'est-à-dire qu'on finit et on enchaîne. Et là, le coach ou le capitaine ont une importance capitale, et notamment avec Hugo qu'on a ici, qui est un coach assez incroyable que j'ai pu connaître moi-même avec le PCC. Qu'on est allé chercher dans le Pays Basque, qui a été dans mon équipe il y a quelques années. Ouais. Et je pense que Hugo peut nous raconter des causeries incroyables. J'en ai vécu une ou deux avec Franck Lorenzo. Moi perso, il m'a fait faire un câlin à un arbre avant de partir en match play. C'est assez mythique, et les débriefings de Franck Lorenzo Vera peuvent être assez sanglants. J'ai vu des jeunes joueurs pleurer même après des débriefings de partie. Donc est-ce que ça s'est passé à Biarritz ou à la Boulie avec Franck Lorenzo, messieurs? À la Boulie, ça se passe un peu tout le temps avec Franck. Moi, il me fait régulièrement insulter un bout de papier où il a dessiné quelque chose qui s'apparente à mon sosie. Maintenant, il nous a fait une grosse causerie avant la demi-finale qui nous a clairement foutu les poils. Alors ça nous a pas permis d'aller au bout. Quel mot il a utilisé? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme ficelle pour vous faire bouger? Il a expliqué que c'était notre tournoi, que maintenant on devait se comporter comme des bonhommes,
et que je sais pas si on peut être vulgaire dans ce genre d'émission, mais Allez-y, lâchez-vous. Il nous a expliqué qu'il voilà, il faisait clairement poser le paquet sur la table, que ce genre d'expérience on le vivait pas beaucoup dans notre vie. On a nos 2 meilleurs joueurs qui risquent de passer pro à la fin de l'année, donc c'est vrai que on arrivait cette année à la fin d'un cycle, donc il nous a voilà fait comprendre que c'était un moment clé dans notre carrière et que si on gagnerait, on s'en rappellerait toute notre vie. Maintenant, Alors, on le rappelle, Franck Lorenzo était dans votre équipe, c'est ça, Nicolas? Est-ce qu'il s'est inspiré de vos discours? Est-ce que vous avez des discours comme ça? Il a ses propres mots, il a ses propres... Non, après, sur le fond, c'est la même chose, effectivement. Mais après, sur la forme, on n'a pas forcément les mêmes mots. La même façon, le même mot. Voilà, après, ça dépend. Voilà, je m'adapte un peu en fonction des joueurs. Est-ce que tous ne réagissent pas de la même façon, donc... Alors, dans une équipe de Gounouillou, le capitaine, c'est vraiment un rôle clé dans une équipe, une équipe comme ça? Bah, le but, c'est de faire le lien. C'est toujours pareil. Bon, et après, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a le niveau du jeu, mais après, il y a le reste aussi. C'est-à-dire que s'occuper un peu de tout, la gestion. Moi, le but, j'essaye de les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils puissent aller jouer le plus sereinement. Donc, en gros, c'est être un peu le larbin pour les tâches un petit peu, voilà, qu'ils soient tous un petit peu chouchoutés, on va dire, avant le parcours, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, voilà. Et après, effectivement, les soutenir, les motiver, éventuellement les recadrer s'il y a un peu de laisser aller. Benjamin? Ouais. Ouais, brièvement aussi, la Gounouillou, on va recentrer un peu sur les joueurs. C'est aussi des belles histoires, hein. Il y a évidemment, on a parlé d'une balle qui tape une voiturette qui revient sur le green, mais c'est aussi des joueurs qui concluent leur carrière amateur pour passer professionnel et ne plus avoir accès à la Gounouillou. Je crois que Chantilly va perdre 2 joueurs, Thomas Lebert et Victor Verret. Je crois que c'est pareil à la Boulie qui fournit. Nous aussi, en l'occurrence, Nicolas Platré là, qui a ramené le dernier point d'ailleurs, passe pro l'année prochaine aussi. Voilà, je crois que c'est Nicolas Platré qui vient d'une fac américaine et qui a fait des pieds et des mains pour se libérer parce qu'il y a des examens en même temps dans les facs américaines. Il a réussi à se débrouiller, c'était un signe, il faut croire. C'est plein d'histoires, de belles histoires individuelles comme ça, et des fois des amis qui jouent l'un contre l'autre, des ennemis qui se retrouvent réunis dans le même foursome, c'est aussi ça la Gounouillou. Est-ce qu'on peut comparer ça un peu à une rider en fait, une rider amateur, la Gounouillou? Ouais, clairement. Hugo. Dans l'état d'esprit, déjà, c'est ça. Enfin, c'est rare que sur un terrain de golf, dans des tournois individuels, on entende des hurlements des joueurs, des cris, des regards. Enfin voilà, il se passe quand même quelque chose de spécial où à un moment clé, tu dois te transcender pour ton équipe, passer de l'énergie à tes coéquipiers. C'est évidemment aussi le job du capitaine et du coach, mais c'est complètement différent. Et il est regrettable qu'il n'y en ait pas plus. Et je crois que c'était Rémi Bedu qui travaille régulièrement avec vous sur le podcast, qui a mis un post sur les réseaux sociaux ce matin, en se demandant si finalement le golf ne devrait pas être un sport par équipe. Et quand on gagne ce genre de compétition ou qu'on y participe, on peut se poser la question. Nicolas, vous êtes d'accord avec Hugo? Ouais, totalement, avec Hugo, ouais. On peut comparer ça à une rider? C'est vrai qu'il y a une émotion et on voit pas trop effectivement en compétition individuelle, quel que soit le niveau de jeu, enfin la compétition amateur, ce genre de réaction. Enfin moi j'ai vu ce week-end encore, enfin cette semaine, de certains joueurs qui sont plutôt posés, voilà, qui sont pas très démonstratifs. Là, notamment Nicolas Platré, effectivement sur le dernier trou, il s'est encouragé sur tous les coups. Il criait entre guillemets. Enfin voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas habituellement. C'est une compétition qui fait que les joueurs effectivement pour eux et pour leurs partenaires, quoi, pour leur club, se transcendent. Et voilà, c'est vrai que ça correspond un petit peu à une idée de la Ryder Cup au niveau des matchs où c'est autre chose effectivement qu'une simple partie en stroke play. Et merci beaucoup. C'est des tête à tête. Donc, merci beaucoup Nicolas et bravo encore pour la victoire de votre équipe. Merci beaucoup. De Biarritz. Alors, est-ce que vous rentrez à la maison là? Est-ce que vous allez vous rendre à la Golfers? C'est à Osgore, on sait, c'est pas très loin. Non mais ouais, j'irai peut-être faire un tour effectivement, ouais. Biarritz n'a pas d'équipe à la Golfers? Non, à la Golfers, on est malheureusement en promotion. On a peu de dames. Là, on a inscrit une équipe de gamines, de petites pour repartir à 0. Donc, mais qui sont pas, elles vont pas au second, elles vont un peu trop loin. Ça marche. Donc, merci beaucoup Nicolas. On vous laisse reprendre la route et féliciter votre équipe pour nous. Salut Nicolas. À plus tard. Je transmettrai. Merci. Au revoir. À l'année prochaine. Au revoir. Alors on le disait justement, ce format par équipe, hein, c'est vraiment spécial, c'est vraiment ça qui fait que la Gounouillou est la Gounouillou, hein, tout simplement. Ouais, déjà il y a quelque chose de les émotions sont différentes.
les émotions n'ont rien à voir parce qu'on joue pas pour soi, on joue pour les autres et on joue pour ses coéquipiers mais aussi pour un club qui a une histoire. Nous au Racing on a la chance d'avoir gagné 17 Gounouillou, d'avoir remporté la première qui s'est déroulée à la Boulie en 1926, donc il y a voilà, tout un nombre de valeurs et d'histoires liées à ça. Donc c'est vraiment des sensations qui n'ont rien à voir. On peut aussi les retrouver dans des compétitions comme la Coupe de France par équipe d'ailleurs, ou la Coupe d'Europe des clubs qui Moins vont, quand qui- même, qui c'est vont avoir il y lieu a en fin moins d'année. d'histoire. Il y a quand Mais même. la Gounouillou c'est vraiment très spécial, déjà par le nombre, par le fait qu'on fasse 36 trous dans la journée, qu'il y ait des foursomes le matin qui sont absolument clés, même si on a vu que Biarritz a réussi à remporter son quart de finale face à Lyon en étant mené 2-0 le matin. C'est très très rare quand on perd 2-0 le matin dans ces formules-là. On a à peine 20% de chance, je pense, de se qualifier. Donc, encore une fois, je leur tire un grand coup de chapeau parce qu'il faut vraiment puiser des ressources très importantes pour sortir de ce genre de situation. Alors la Gounouillou, c'est des clubs mythiques, hein, Chantilly, le Racing, mais pour les auditeurs, on rappelle, c'est un peu comme un système en football, il y a des montées, des descentes, Ouais. et ils étaient en deuxième division l'an passé. Le club toulousain de l'Aramé vivait sa première Gounouillou cette année, et justement Rémi Rivière a rencontré Yvan Duclerc qui nous parle un peu de cette première fois. Nous on est nouveaux, donc c'est une chance superbe d'être ici. Première fois que vous la jouez, ouais. Ouais, première fois qu'on la joue avec notre club. Donc ça c'est énorme pour nous. On est un petit club, on n'a pas beaucoup de budget, on n'a pas tout ce qu'ont les autres équipes. Mais on est hyper heureux d'être là et on profite à max. Moi je suis au club depuis tout petit, donc c'est un régal. Alors l'Aramé s'est d'ailleurs maintenu en battant en barrage Chiberta. Hugo, c'est votre vous nous dites 8e Gounouillou. 8e d'affilée. Chaque année, vous voyez des petits nouveaux débarquer. C'est aussi ça la magie de cette épreuve. Exactement. Alors ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est que de plus en plus de jeunes joueurs partent aux États-Unis après leur bac. Il y a 5-6 ans, il y avait en moyenne 3-4 équipes qui étaient quand même vraiment au-dessus du lot chaque année. Maintenant, le niveau de jeu est beaucoup plus compact. L'an dernier au Médoc, j'avais été extrêmement surpris. Je pense qu'il y avait sur les 16 équipes engagées, clairement une bonne dizaine qui pouvaient remporter le trophée. Cette année, c'était quasiment la même chose. Donc les cartes ont quand même été redistribuées. Ça donne une épreuve où il y a quand même un peu plus de suspense, je pense. Mais on voit chaque année, d'ailleurs ces derniers temps, c'est un nouveau club qui gagne. Il y a plus de 6 ou 7 victoires d'affilée, comme d'ailleurs le Racing avait pu le faire dans les années 90. C'est un qui gagne avec des nouveaux joueurs. Moi, c'était ma 8e Gounouillou de suite cette année. J'ai vu passer 3-4 générations déjà de joueurs au Racing. Après, tous décident de passer pro ou de poursuivre leurs études, de faire autre chose, etc. Mais donc, on a vraiment des effectifs qui se renouvellent chaque année. Et encore une fois, l'importance de créer un esprit d'équipe, de se préparer en amont, c'est impératif pour avoir une chance de gagner. Est-ce que vous êtes reconnu après dans votre club? C'est quand vous débarquez pour vous entraîner, on vous en parle, les membres, c'est important pour eux aussi? Clairement, à la Boulie, tous les membres nous soutiennent, y compris les nouveaux membres qui sont nombreux. On a des conversations WhatsApp, des groupes Facebook, des supporters qui se déplacent même quand les compétitions sont loin de Paris en l'occurrence. Vraiment, c'est tout un club qui est fédéré pendant 15 jours autour de la Gounouillou et de la Golfers. Et ça permet d'animer la vie du club, de faire vivre l'histoire d'un club. Et Benjamin, vous, un autre échelon, vous êtes au club de l'Héripos. Est-ce que la Gounouillou, c'est un rêve dans un club comme le vôtre? On en parle aussi, même si c'est pas la même division. Oui, comme tous les clubs de deuxième division, on y pense toute l'année et quand le mois d'avril arrive, on sait qu'on est dans les jours qui approchent et on sait qu'on est à 2 matchs de la Gounouillou si ça vient. C'est entre potes, comme a dit Hugo, on a des groupes WhatsApp et on parle que de ça parce que on va pas revenir en arrière, mais c'est vraiment le Graal et ça nous obsède. Alors après, il n'y a pas une aussi grande culture sportive dans ces petits clubs de province comme on est qu'il y a à la Boulie, au Racing Club de France, qui est un club omnisport, qui a tout gagné dans quasiment tous les sports. Mais c'est quelque chose qui obsède tous les joueurs et puis qui provoque des réactions et incroyables. Justement, voir un club comme l'Aramé monter comme ça et se maintenir, ça donne aussi des rêves. Ouais, de voir aussi Amiens, notamment le grand exemple pour moi, c'est le club d'Amiens. Exceptionnel ce qu'ils ont fait cette année. Voilà, avec des joueurs comme Patrick Abraham, qui était joueur de football professionnel, qui est entraîneur de foot à Amiens toujours, qui a une 50aine d'années, qui est quasiment invincible en double avec ses potes Yann Delarroyère,
Théo Boulet, ou Idé, Idé, voilà. Je les salue d'ailleurs. C'est l'exemple parce que c'est un groupe de potes. C'est pas, C'est une famille. il y a pas de mercenariat. Peut-être une fois ils ont fait venir un joueur et encore il était de la région d'à côté. C'est pas du mercenariat. C'est un groupe de potes qui, autour de quelques bières et un peu de talent et quelques bons entraînements et des bonnes paires de foursome, a réussi à créer une équipe qui se maintient chaque année. Donc il y a vraiment aussi la place. Ça fait 2 ans qu'il pour les petits déjoue clubs. absolument tous les pronostics. Et même la Ramée cette année, la fédération qui d'ailleurs avait déployé quand même un gros dispositif de médias sur la GoNoU, et je les en remercie. On a pu découvrir cette équipe qui trimballe sur tous les tournois par équipe une sorte de glaive. Chaque joueur qui prend le départ est suivi par le joueur qui jouera après lui et lui présente ce glaive, lui demande glaive ou pas glaive. Et là, C'est un peu leur, c'est leur rituel. leur slogan. Et le dernier joueur de l'équipe qui s'engage porte le glaive dans son sac Benjamin. jusqu'au Ouais. 18. À noter qu'à Amiens, c'est une pompe à bière qui transporte Ah de oui. division en division. C'est Oui, une autre oui, école, mais à ça a chaque marché aussi. région, sa tradition, effectivement. Donc ça, en fait, c'est vraiment une aventure de copains, la GoNoU. C'est important de bien s'entendre dans une équipe pour pouvoir remporter ce trophée. C'est super important, et puis par moments il se passe des choses incroyables. Enfin, je veux dire, si on compare des grands clubs comme Chantilly, le Racing, et des clubs comme Amiens ou Toulouse, c'est un peu David contre Goliath, mais il faut toujours se méfier. Là, cette année, en quart de finale, on a battu Saint-Donat avec la Boulie. Ça a été très très difficile parce que dans ce genre de formule par équipe, est possible. rien n'est joué, même si sur le papier on peut avoir l'impression d'être très supérieur ou pas. Vraiment, il peut se passer des choses hallucinantes parce qu'en équipe on se transcende. Et encore une fois, coup de chapeau aux joueurs d'Amiens et à tous les clubs qui se sont maintenus parce qu'ils réalisent des putts exceptionnels. Quand on voit les vidéos, ils mettent des putts de 15, 20 mètres, ils hurlent, enfin, c'est hallucinant. Il y a des clubs ennemis en golf comme en foot. Est-ce que par exemple on voit Saint-Étienne contre Lyon, Paris, Marseille. Est-ce que c'est pareil en golf? Il y a surtout dans ce genre de compétition. Je dirais pas que l'animosité va aussi loin que dans le football, mais il y a eu des époques, je pense, avec des vraies rivalités. Je pense qu'il y a eu Saint-Nom et le Racing qui pendant longtemps se sont tirés la bourre. Là, je dois avouer qu'en ayant perdu 2 fois en demi-finale de suite contre Chantilly, j'aimerais bien qu'on puisse prendre notre revanche assez rapidement et repasser devant au classement des clubs. Donc, Benjamin, vous voulez rajouter quelque chose? Je pense pas qu'entre joueurs il y ait de grandes rivalités parce qu'en plus il y a les pôles espoirs, les pôles France où les Ouais. joueurs se réunissent toute l'année. On se retrouvait avec des potes qui s'affrontaient les uns les autres. Moi j'ai plus assisté à des affrontements entre capitaines ou pros. Ou coach, notamment avec Franck Lorenzo Vera et le coach de Chiberta, Jean Lamaison. Jean Lamaison avait appris à jouer au golf à Franck et aussi Mike Lorenzo Vera. Ils ont été réunis ensuite au début de leur carrière professionnelle et on s'est retrouvé à affronter avec le PCC. C'était donc contre Chiberta pour le maintien et un match décisif donc pour le maintien. Et donc la poignée de main Franck Lorenzo Vera, Jean Lamaison, ce matin-là, ça a été assez fumante. Et il y a beaucoup de petites histoires comme ça, mais au final, il n'y a pas oui. de on est pas quand de même violence. plus si je devais comparer les rivalités qui peuvent exister, on est plus proche du rugby que du golf. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir beaucoup d'adversité sur le parcours, mais ensuite on va toujours se retrouver après la partie avec l'équipe adverse et le vainqueur va offrir un verre au vaincu. Ça se passe toujours comme ça, et au final, même si ça peut monter dans les tours par moment, ça reste quand même dans une bonne ambiance, et il y a des valeurs qui sont, je pense, liées au golf qui règnent sur ce genre de compétition. Il y a toujours du fair play. Vous avez vécu, c'est vraiment vos meilleures émotions golfiques, la GoNoU? Ah bah clairement, moi qu'on la joue la première ou la 15e fois, quand on arrive au départ du 1, on a toujours quelque chose de différent. Enfin, le cœur s'emballe, on a un peu de mal à mettre la balle sur le tee, parce qu'on joue pas que pour soi, on prend des décisions qui sont différentes. J'ai eu la chance l'année dernière de jouer un tournoi sur le circuit européen où je m'étais qualifié en tant qu'amateur. C'était où? C'était à Crans-Montana. Mais si on m'avait dit tu préfères aller jouer sur le tour européen ou regagner la GoNoU tout de suite, je choisirais quand même la GoNoU parce que encore une fois c'est vraiment une atmosphère à part, et il y avait beaucoup de supporters là hier qui sont venus assister à ça, et je pense qu'ils s'en rendent compte. C'est sympa d'aller voir des tournois professionnels, mais il y a un certain nombre de tournois amateurs comme ça dans une atmosphère particulière où on peut vivre une belle expérience. C'est justement, voilà, vous avez joué 8 GoNoU de suite. Oui. Le futur, c'est quoi? Est-ce que vous avez pensé à passer pro ou non? Non, pas du tout. Vous êtes Moi, combien d'index au fait? Je suis moins de handicap. J'y ai songé à une époque, comme j'ai hésité à partir aux États-Unis pour étudier, mais bon, clairement, c'était pas ma vocation. Je pense que je suis
un peu trop bon vivant pour ça. Et donc je travaille, je suis un vrai amateur, il y en a pas des tonnes, et je prends un plaisir fou à me préparer pour les compétitions par équipe. Et maintenant que celle-ci est terminée, je pense plus qu'à la prochaine. Allez, Hugo Rouillon, joueur du Racing Club de France, demi-finaliste de la Gounouillou, nous accompagne durant toute la durée de cette émission. On va parler maintenant de golf professionnel, on va parler du Golf Sixes qui se déroule ce week-end. Formule par équipe, justement, en match-play aussi, sur 6 trous. C'est la deuxième année que se déroule le tournoi, mais pour cette édition, dans les 16 équipes engagées, on retrouve une équipe mixte, Thomas Bjorn et Catriona Mathieu, et 2 équipes femmes. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce mélange de tout ça pour cette nouvelle édition? C'est une super chose, c'est Keith Pelé, évidemment, le boss du Tour européen depuis 3 saisons maintenant, qui cherche à dynamiser des nouvelles idées, c'est-à-dire sortir du format 4 tours de stroke play et c'est un petit peu, c'est classique, c'est monotone et c'est classique, ça marche bien, mais bon, faut trouver autre chose. Et le Golf Sixes, on l'a vu avec plein de musique, avec un format assez jeune, assez agressif. Voilà, faudrait juste rendre le format un petit peu plus compréhensible, parce que honnêtement, là, vous me demanderez de vous expliquer, je ne serai pas capable. Il y a du greensome, il y a du double, il y a du simple. C'est 6 trous, c'est ça? Voilà, il y a du match play 6 trous, mais c'est encore un petit peu obscur. Le PGA Tour vient de le faire le week-end dernier au St. Jude. Non, c'était Zurich Classic. Le Zurich Classic. En Nouvelle-Orléans. Ouais. Voilà, et c'était un petit peu plus lisible. Voilà, juste un petit peu plus de lisibilité, mais en tout cas, c'est vraiment des super bonnes initiatives pour changer des 4 tours de stroke. Hugo, vous suivez? Oui. Il y a sans doute un peu de pédagogie à faire, comme l'a dit Benjamin, mais après, je pense que c'est top pour démocratiser le golf. Je trouve ça super de mettre aussi en avant le golf féminin. Moi, je vais suivre cette compétition avec plaisir. Je pense que ça va être assez fun. On va retrouver, je pense, dans ce genre de compétition, des atmosphères qu'on peut voir notamment à la Ryder Cup, où les spectateurs hurlent au départ du 1 pendant que les joueurs jouent, et c'est vrai que ça donne une image qui est positive, je pense, de notre sport. Alors, côté français, ce sera la paire. Cette année, ce sera Vattel-Lorenzo Vera. Au début, ça devait être Alexander Levy, mais finalement, il a décidé de prendre un peu de repos. Avec ses suites de victoires, le calendrier change. A changé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce double? Ça a de l'allure, non? Michael Lorenzo Vera et Romain Vattel. Ouais, c'est un peu le calme et la tempête, je pense. Je connais assez bien Romain, parce qu'on est à peu près de la même génération. On a joué pas mal de tournois ensemble, même s'il était bien meilleur que moi. Et c'est un joueur fabuleux, un travailleur acharné. Ancien joueur de Bussy-Saint-Georges. Ancien joueur de Bussy, ouais, évidemment, qui a dû jouer quelques Gounouillou aussi. Et Mike, qui a un talent fabuleux et cette fougue, je pense que ça va être un double assez intéressant à voir évoluer. Sympa, ouais. Allez, on va suivre ça avec impatience ce week-end. Allez, avant de passer sur le PGA Tour, Rémi Rivière nous retrouve pour faire un petit point sur notre Fantasy Journal du Golf. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes plus de 400 à jouer. Alors Rémi, qui a joué cette semaine la victoire d'Alexander Bjork? Eh bien, pas grand monde, Jean-Philippe. La majorité de nos fantasy. C'était en Chine, au Volvo China Open. Exactement, là où Alexander Levy avait gagné l'an dernier. Et en fait, la majorité de nos joueurs ont parié sur un doublé du français Alexander Levy. Sauf qu'Alex a terminé 12ème, donc personne n'a réussi à détrôner notre leader de la fantasy, François Leduin. François qui attaque sa 4ème semaine en tête de la ligue, soit le règne le plus long depuis l'ouverture de notre fantasy, vous allez me dire elle est assez jeune. Et avec 12,1 millions d'euros, il devance son dauphin Sébastien Robin de 650 000 points. Alors bien entendu, François n'est pas le maître incontesté, on l'a compris. Alors pas de fantasy ce week-end, Rémi. Alors, est-ce que vous allez survivre? Merci de vous en inquiéter. Sachez, Jean-Philippe, que vous pouvez déjà préparer votre équipe pour le Rocco Forte qui aura lieu la semaine prochaine. Et pour tous ceux qui seront en manque de fantasy ce week-end, le JDG a une solution. Rejoignez notre ligue PGA Tour pour parier sur le Wells Fargo. La ligue, c'est Journal du Golf tout attaché. Venez, on est bien. Allez, on va parler tout de suite du PGA Tour avec Tiger Woods, évidemment, de retour au jeu sur ce Wells Fargo Championship. Tiger Woods qui revient au jeu avec des nouveaux fers, Benjamin. Oui, il a enfin une série de fers TaylorMade, puisque Tiger Woods joue des clubs TaylorMade depuis 2017. Il avait les Bois 3 M2 puis M3, et maintenant il est passé à une série de lames, des prototypes à son nom. Alors c'est pas juste réservé à Tiger Woods, de Dustin Johnson. Justin Rose également ont une série de prototypes. Alors non, Rory McIlroy aussi. C'est donc une série de lames. Avant, Tiger Woods jouait une sorte de relique de ce qu'il avait chez Nike. Et là, il s'en est déclaré très content. Il a passé des mois à la concevoir avec les ingénieurs de TaylorMade. On sait que Tiger Woods est hyper pointu sur le matériel. C'est ou très bon ou pas bon. Ça a pris des semaines et des semaines. Et là, il en est satisfait puisqu'il va les mettre en jeu dès cette semaine, ce qui est assez rare
pour Tiger Woods ce genre de changement en plein milieu de saison. Donc on va surveiller ça, mais on pourrait s'attendre à encore des petits ajustements. Je pense qu'on n'a pas encore fini d'en parler. Il se prépare pour l'US là déjà, vous pensez, Tiger? C'est comme il a fait pour le Masters avant, période d'adaptation, il teste des choses. C'est sûr qu'il allait pas lancer une nouvelle série de fer sur un tournoi majeur ou au Player Championship qui va arriver. Je pense que le Wells Fargo est le bon tournoi pour faire ça. Hugo, un mot sur Tiger. Évidemment, vous suivez ce joueur comme tout le monde. Ouais, bien sûr. C'est vrai que moi, je regarde pas énormément le golf à la télé, mais dès qu'il s'aligne sur un tournoi, on est tout de suite un peu fasciné, on a tout de suite envie de regarder. Donc, je pense que c'est positif pour tout le monde. J'avais entendu que les audiences du PGA Tour avaient augmenté de quasiment 50 ou 60% à partir du moment où il s'est remis à jouer. C'est un type qui est absolument fascinant. Revenir à ce niveau-là aussi vite, je pense qu'il est clairement le seul à pouvoir le faire. Et si quelqu'un peut revenir après tout ce qu'il a vécu, il n'y a que lui. Donc la fin de saison s'annonce passionnante, avec les majeurs qui restent à jouer, le player, c'est la Ryder Cup qui arrive. Ça va être sympa à suivre. Allez, on regardera aussi attentivement cette semaine Justin Thomas, là où il avait remporté son US PGA à Quailiolo, c'était en août dernier. C'était son premier majeur. Alors cette semaine, il peut devenir numéro mondial en terminant seul 12e. Alors forcément, il a que des bons souvenirs à Quailiolo, on l'a dit. Et il a déclaré qu'il ne se focalisait pas sur cette place de numéro 1 mondial comme il l'avait fait au WGC. C'est dur à croire. C'est dur à croire, mais bon, voilà, au WGC, il l'avait fait, il l'avait avoué, et la demi-finale, il l'avait perdu. Oui, voilà. Il a dit que ça le hantait clairement l'esprit, et qu'en plus, évidemment, les questions de journalistes avant chaque tournoi et après chaque tour lui font penser à ça, mais il sait très bien, il l'a d'ailleurs dit, ça fait partie du job et c'est à moi de m'adapter à cette pression supplémentaire. C'est le bon moment pour Justin Thomas pour devenir numéro 1 sur un parcours qu'il connaît, il a déjà gagné, voilà. Je pense que vu la nature de son jeu et ses qualités, il va devenir numéro 1 naturellement, que ce soit cette semaine ou dans les mois à venir. C'est un type qui joue exceptionnel depuis 2-3 ans, qui tape très très fort la balle. Moi j'arrive à le croire quand il dit qu'il n'est pas forcément focalisé là-dessus, parce qu'il a dû apprendre de ses erreurs du passé. Et à mon avis, il est concentré sur ses objectifs, ce qu'il a à faire, et ça va venir tout seul. Puis quand l'un de vos meilleurs amis s'appelle Jordan Spieth, ex-numéro 1 mondial et vainqueur de majeur, ça aide aussi. Les deux joueurs parlent beaucoup et influencent beaucoup la carrière de l'un et l'autre, donc ça va finir par passer. C'est obligé, d'autant que Dustin Johnson n'est pas au top du top en ce moment. C'est le mot de la fin, Benjamin ? Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Hugo Rouillon de nous avoir accompagnés pendant toute la durée de cette émission. Merci pour l'invitation. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.